On a 20 minutes de retard, ce qui jusqu'à présent est plutôt un bon retard après 3 jours de conférence. Merci à tous d'être là pour donc, la 3e session de cette matinée. La session intitulée « Vaccins et controverses » avec la question de comment bien traiter l'information sur les vaccins. On a parlé pas mal depuis 2 jours de l'enjeu de l'information sur la santé. On a parlé des vaccins en particulier, avec la question des fausses informations, avec la question de la méfiance des populations face aux campagnes vaccinales. Je pense que nous, tous journalistes, il y a quelque chose qu'on a partagé récemment, c'est pendant le Covid, comment couvrir l'information sur les vaccins, comment couvrir l'information de façon nuancée sur des vaccins qui sont en train de se faire, autour desquels il y a des controverses scientifiques. Donc quand on parle de controverses, en fait, on va parler de différentes choses. Il y a la question, éventuellement, controverse avec des enjeux politiques autour de la désinformation sur les vaccins, mais il y a aussi la question de la controverse scientifique. Et de profiter, alors pour parler de ça, je vais tout de suite présenter les invités. Je vois Kossi arriver. Est-ce que Kossi, tu veux te... Parce qu'il était possiblement un des panélistes de cette session. Kossi, si tu veux te joindre à notre session. Je continue, on verra s'ils sont concernés par la suite. Donc je continue et je présente les panélistes que je remercie d'être là avec nous aujourd'hui et qui vont nous permettre d'aborder les différentes questions que j'ai évoquées. Professeur Edgar Valéry Adjobois, merci beaucoup d'être là, responsable du département des virus épidémiologiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Épidémique, merci. Ça y est, on rentre déjà dans le vocabulaire et dans la... Docteur Yao Selomatra, de l'Africa CDC, c'est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Merci aussi beaucoup d'être avec nous. Et puis ma consoeur Lise Barreau, journaliste scientifique française et autrice de plusieurs ouvrages sur la question des vaccins. Voilà, je suis très contente d'accueillir. Kossi, est-ce que tu veux te joindre à cette table ronde puisque tu étais prévu? Non. Allez, de toute façon, on a perdu un quart d'heure, on perd un invité, on est dans les pensées parfaites. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors peut-être pour commencer cette session, je m'adresserai bien de scientifiques qui sont aussi représentants d'instituts de santé publique. On a évoqué effectivement depuis 2 jours la question de la circulation des fausses informations, notamment aussi dans la presse. Vous avez face à vous des journalistes scientifiques qui traitent de ces questions-là. J'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez un exemple d'une fausse information que vous avez vu circuler dans la presse et qu'est-ce que vous auriez aimé que les journalistes disent, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, qu'est-ce que vous attendiez à ce moment-là du journalisme scientifique? Est-ce que nous l'avons vu dans la presse? Je ne crois pas. Mais quel aurait été le rôle de la presse? L'exemple simple que je souhaiterais prendre, c'est ce que nous avons vécu pendant la Covid. Pendant la Covid, il y avait beaucoup de messages sur les réseaux sociaux contre les vaccins de la Covid. Et un jour, on se réveille avec une information. Les feuilles de Bible traitent la Covid, évitent qu'on meure de Covid. En moins de quelques heures, tous les acacias d'Abidjan ont été détruits. Ce qu'on aurait aimé, c'est que la presse, qui est très écoutée, puisse apporter la vraie information sur cet état de fait-là. Mais il m'a semblé n'avoir pas vu de réaction là-dessus. Par contre, les fausses informations sur le vaccin circulent, et je suis convaincu que certains journalistes ont pris paix et cause pour les messages anti-vaccins. C'est un exemple très vrai, très palpable et très évident. Et ce n'est pas seulement pour la Covid. Je suis dans un département qui travaille sur les virus épidémiques
c'est-à-dire des virus capables de créer des grosses épidémies. Et généralement, il n'existe pas de traitement. Il existe des vaccins. Mais dans la communauté, on ne voit pas ce bénéfice-là. Alors que nous sommes passés de la télévision blanc noir avec nos parents, nos aïeux, aujourd'hui nous sommes avec des androïdes. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution spectaculaire au niveau scientifique pour les objets de communication. Mais nous refusons qu'il y ait un développement spectaculaire au niveau de la science médicale, au niveau du vaccin. Merci. Merci beaucoup, Magali. Merci, professeur. L'exemple de Covid, comme le professeur en a parlé, l'exemple le plus parlant, même si en dehors de la Covid, par exemple, actuellement, il y a la variole simienne, la Mpox, qui est également en Afrique, donc il y a des campagnes de vaccination. Ce que je peux dire globalement, c'est que, en réalité, les controverses font partie en fait du travail scientifique. Ça permet à la science, comme le professeur Edgar vient de le dire. Il y a beaucoup, on est venu de très loin. Depuis l'apparition de la découverte du premier vaccin, il y a plus de 3 siècles, il y a eu des évolutions énormes. Cette conférence que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, on a, avec la technologie, on est capable, si on veut tout de suite que ma grand-mère au village puisse participer, on dit un peu. En science également, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je comprends, et je prends à témoin les sessions précédentes qui sont passées, oui, quelque part. Nous, scientifiques, on est souvent derrière le microscope, entre 4 murs, et parfois on nous reproche de ne pas trop communiquer. Et justement, c'est là où nous avons beaucoup plus besoin que vous, les journalistes. Parce que les informations, le problème avec les informations, c'est à la vitesse de la lumière. Et quand c'est une fausse information, quand elle part, elle ne revient plus. Elle part, même si après c'est corrigé, parfois c'est difficile de voir qu'on retourne pour aller revoir ces informations. Beaucoup d'éléments peuvent justifier l'hésitation. Pas l'hésitation, par rapport à la vaccination, mais par rapport à certains aspects. Des éléments peuvent être liés à des facteurs peut-être religieux, politiques, sociaux, différents. Mais la question n'est pas d'aujourd'hui. Le débat ne devrait pas être classifié pour ou anti-vaccin. Surtout pour. Parce que, quoi qu'on puisse dire, quelles que puissent être les discussions, l'un des plus grands biens que la santé publique depuis cette année a connu, c'est le vaccin qui a permis d'éliminer cette papa. Il y a des maladies qui ont été éradiquées, qui n'existent plus grâce à la vaccination. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais avoir 2 questions pour vous, Lise. La première question sur justement, il y a une interpellation directe sur le rôle du journaliste qui finalement c'est pas juste de trouver ces sujets, c'est de répondre aux fausses informations. Est-ce que, effectivement, pour vous, ça a dicté votre agenda de journaliste? Et puis la deuxième question que je pose dans la foulée au cas où vous vouliez les articuler, c'est finalement cette question pro-vaccin, anti-vaccin. Est-ce que le journaliste scientifique, il est par définition pro-vaccin? Est-ce que c'est ça sa place ou est-ce que ça se pose différemment? Merci. Merci Magali. On va inviter à cette table ronde. Peut-être je voudrais juste en préambule dire que moi je connais le contexte français et c'est peut-être très différent ici. Mais ce que je veux dire c'est que le point commun quand même c'est que les réseaux sociaux ce ne sont pas les journalistes scientifiques et je crois que c'est important de souligner que ce qui se dit sur ces réseaux sociaux qui peut avoir un impact très fort sur la population, c'est vraiment pas lié à du travail de journaliste scientifique. Et oui, je pense que nous, un de nos rôles, c'est effectivement de
débusquer ces fake news qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et je ne connaissais pas cette histoire des acacias, j'étais vraiment très intéressée d'en connaître plus. Mais ceci dit, je crois que nous, les journalistes scientifiques, personnellement, je vois pas mon rôle en tant que journaliste scientifique comme le porte-parole des autorités sanitaires ou des chercheurs. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive dans un débat pro ou anti-vaccination. D'abord parce que je pense que c'est un débat un peu stérile et qui ne représente pas la réalité du terrain. On n'est pas pro, je veux dire, anti. Il faudrait vraiment beaucoup plus approcher des vaccins comme on parle des médicaments, c'est-à-dire vaccin par vaccin. Et à partir du moment où on rentre dans cette nuance, on ne peut plus être pro ou anti. On n'est pas pro-médicament, anti-médicament. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et je crois que quand on parle des controverses, scientifiques, là je ne parle pas des controverses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais je crois que notre rôle en tant que journaliste scientifique, c'est aussi d'évoquer ces controverses scientifiques. Pendant le Covid, on avait certains effets secondaires, et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que journaliste scientifique de parler de ces effets secondaires et de les mettre en balance par rapport aux bénéfices de chaque vaccin, par rapport aux risques des pathogènes dont il est question. Mais si on met sous le tapis ces controverses et ces risques, je crois qu'on ne fait pas notre rôle de journaliste scientifique. Et en outre, je pense qu'on participe à la défiance. Moi, j'ai quand même beaucoup croisé de parents dans mes enquêtes qui m'expliquaient que ce discours très englobant, la vaccination, c'est la solution idéale, qui marche à 100%, qui n'a pas d'effet secondaire, en fait, ça a l'effet complètement inverse. Et on se rend bien compte que c'est un discours simplifié et c'est pas ce dont les personnes ont besoin aujourd'hui. Je pense que le discours beaucoup plus nuancé, vaccin par vaccin, en mettant en balance les risques et les avantages, je crois que tout le monde est capable de faire cette distinction, de mesurer cette balance, et c'est ce qu'on doit nous apporter comme information à nos lecteurs. Est-ce que peut-être, avant de repasser la parole et de laisser réagir, est-ce que tu aurais un exemple d'un travail sur un vaccin en particulier où il a fallu justement que tu montres cette nuance, comment tu t'y es prise et voilà. Oui, j'ai en tête une enquête sur le Dengvaxia, un des premiers vaccins qui avait été développé contre la dengue. Et puis, assez rapidement, j'avais eu accès à des documents qui montraient que ces vaccins qui étaient déjà très déployés aux Philippines étaient très efficaces chez les enfants qui avaient déjà été exposés au virus, mais présentaient des effets secondaires très graves chez les enfants qui n'avaient jamais été exposés au virus, parce qu'il y a un système qu'on appelle un facilitateur immunologique qui fait que quand on est exposé pour une seconde fois, on va pouvoir faire une réaction immunologique beaucoup plus forte que la première fois. Et c'était un laboratoire français qui développait ce vaccin, et je me souviens d'avoir eu beaucoup de critiques et de pression à la fois du laboratoire, mais aussi de collègues pastoriens ou de médecins qui me disaient mais non, là on va essayer d'éviter de parler de ce problème-là, parce que sinon si on met en lumière un effet négatif d'un vaccin, eh bien on va avoir des effets en cascade sur les autres vaccins, et on risque de voir une chute de la couverture vaccinale sur d'autres vaccins qui pour le coup fonctionnent extrêmement bien. Et moi, c'est vrai que je m'élève en faux par rapport à cette posture-là, et je pense que notre rôle, c'est vraiment de montrer quels vaccins sont particulièrement efficaces dans quel contexte et pour qui, et puis quels autres vaccins sont peut-être pas encore au point et nécessitent plus de recherche. D'ailleurs, en passant, il y a un nouveau vaccin qui est en train d'être testé et qui, a priori, présentement, c'est bon. Du coup, peut-être les deux vous entendez réagir en fait. Est-ce que, donc, effectivement, ça demande une confiance dans la profession du journalisme, est-ce que vous entendez cette demande de pouvoir avoir accès à toutes les informations sur les vaccins et finalement reconnaître les limites, reconnaître les échecs? Ça fait partie d'une qualité d'information sur les vaccins qui permettra d'améliorer aussi la confiance de la population dans l'adhésion à des propositions, à des campagnes vaccinales. Oui, je pense cette fois qu'il y a plusieurs étapes avant de mettre le vaccin sur le marché. Il y a
nous avons la phase préclinique, où vous avez l'expérimentation sur les animaux et sur les cellules. Vous avez ensuite les essais cliniques. Et vous avez ensuite une législation qui permet de retirer chaque fois qu'il y a un problème. Et puis même après le vaccin, il y a un suivi des effets indésirables. En Côte d'Ivoire, il y a un comité qui sert pour les mappings des manifestations post-adverses de la vaccination. Et donc, il y a toute une garantie autour. Et je pense qu'il faut dire ce qui est. Il ne faut pas masquer les choses, parce que même quand nous allons faire les campagnes de vaccination contre la polio dans les villages un peu partout, la première raison du refus du vaccin, c'est la fièvre après la vaccination. Mais en réalité, ce qui paraît normal, la vaccination étant un corps étranger, c'est normal que les enfants fassent de la fièvre. Et donc ça, il faut pouvoir l'expliquer au moment, il faut pouvoir l'expliquer aux gens. Et sinon, c'est cause de refus au chef de l'utilisation de vaccination. Mais je veux dire qu'il y a toute une garantie qui est mise autour du vaccin, qui devait vraiment assurer les mamans, les papas qui reçoivent des vaccinations. Et ça, c'est pour chaque vaccin. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Et il y a quand même une réglementation, une règle qui est mise autour. Et c'est normal qu'on puisse suivre après, parce que même les effets indésirables peuvent survenir, mais des années après. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi pour faire un retrait quand c'est nécessaire. Et tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Et je pense que c'est le rôle du journaliste scientifique d'expliquer les différentes étapes, d'expliquer qu'on peut avoir des effets adverses, ainsi de suite. Mais ne rien dire va nous plonger encore dans des choses négatives. Merci. Également, alors, vous déployez aussi cette politique de santé publique à l'échelle du continent. Pareil, il y a eu peut-être une réaction à cette question. Oui, tout à fait d'accord. Généralement, par exemple, dans le cas de... Il y a souvent, vous savez, les vaccins qui sont intégrés dans le programme d'immunisation politique, souvent, c'est pas trop controversé. Généralement, c'est quand, comme au moment de Covid, quand il y a une période d'épidémie, où la question, parfois, de rendre obligatoire cette vaccination. Et c'est à partir de cela que les gens, généralement, commencent par, voilà, dire non, soit, on voit, il y a toute une partie, que ce soit des journalistes ou des réseaux sociaux, qui perçoivent cela comme étant quelque part une violation des libertés individuelles. Il y a tous ces aspects. Et c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de la situation actuelle où il y a l'épidémie de porc. Justement, je reviens de Kinshasa, où j'ai appris la réponse de l'épidémie. Là où cet aspect important de pilier dans le cadre de la réponse que nous appelons la communication des risques et l'engagement communautaire. Parce que c'est vrai, nous, en tant que scientifiques, nous avons l'assurance et la garantie, comme on l'a dit, pour le développement d'un vaccin, ça peut prendre des dizaines d'années, etc., pour donner la garantie. Mais généralement, cette garantie et ces informations peut-être se limitent à la communauté scientifique et aux journalistes. Mais pour que quelqu'un accepte d'amener son bras pour se faire piquer dans une communauté quelque part, il faudrait peut-être repenser à comment cette information doit lui parvenir et sous quelle forme. C'est peut-être sur cette table que nous devons quand même ça. Et Africa CDC, par exemple, en tant qu'agence continentale de prévention de la maladie aujourd'hui, est en train de réfléchir, par exemple, pas seulement pour la vaccination, mais comment professionnaliser la santé communautaire à partir des agents de santé communautaire qui sont là, parce que c'est eux qui sont avec la population. Parce que si moi je viens aujourd'hui avec un vaccin,
qu'est-ce que je peux? Je peux tout dire, je peux donner les arguments scientifiques, mais en passant par ces agents de santé communautaire qui jouent à la fois le rôle de communication, ils jouent à la fois le rôle de mobilisation. Cela permettra de repenser la manière dont nous abordons la population pour la proposer. Parce que une fois qu'elle est rompue, parfois, c'est un peu compliqué. Et donc, en amont, déjà, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Merci beaucoup. J'ai des questions, mais je vais laisser Lise réagir à ce qui vient d'être dit, si tu veux. Je vais proposer à la salle de poser des questions assez vite, parce qu'en plus, on a pas mal on a des scientifiques africains, et dans ce qui vient dit, ça vous concerne directement. Puis, si j'ai le temps, moi, je vous relancerai aussi sur des questions à la suite que vous avez dit. Merci. Non, déjà, je suis ravie d'entendre parler de communication du risque. Je crois que ce n'est pas quelque chose dont on a vraiment l'habitude, et encore moins du côté des chercheurs et des instituts de santé publique. Donc, moi, je plaide effectivement pour une communication du risque et de faire comprendre que communiquer le risque, ça ne veut pas dire faire peur à nos lecteurs, bien au contraire. Après, j'entends bien la différence que vous faites entre les vaccins de routine, qui sont quand même évalués depuis des décennies pour certains, et puis les vaccins qui sont développés de manière plus urgente pour répondre à des pandémies, même si pour le vaccin Mpox, pour le coup, c'est un vaccin qu'on avait déjà depuis un moment. Néanmoins, même sur les vaccins de routine, il faut bien avoir en tête qu'un bénéfice d'un vaccin de routine à un instant T, par exemple dans les années 80, ne sera pas le même aujourd'hui. Et je prends l'exemple du vaccin contre la polio. Donc on a deux types de vaccins contre la polio. On a le vaccin injectable que nous, dans les pays du Nord, on ne fait que le vaccin injectable, qui est un vaccin qui a le virus tué et qui a très peu d'effets secondaires et qui ne bloque pas la transmission interhumaine du virus. C'est-à-dire que si nous, là aujourd'hui, moi je suis vaccinée uniquement avec un vaccin injectable, si jamais je croise la route du virus et que je reviens chez moi en France, je peux transmettre le virus parce que ce vaccin n'empêche pas le virus de se multiplier dans les intestins, contrairement au vaccin oral qu'on continue de donner dans la plupart des pays du Sud, qui lui bloque la transmission des virus. Et en fait, on sait que ce vaccin oral a beaucoup plus d'effets secondaires que le vaccin injectable. Et ça, c'est compliqué à expliquer parce que on se dit pourquoi pas ne passer tout le monde au vaccin injectable. Alors il y a un problème de coût, le vaccin injectable est beaucoup plus cher, il y a un problème de logistique, il faut des services de santé pour pouvoir injecter ce vaccin. Et puis il y a aussi l'idée que comme certains virus continuent de circuler, et ce ne sont pas des virus sauvages qui circulent, parce qu'un des grands effets problématiques de ce vaccin oral, c'est qu'il remet des virus, des souches vaccinales en fait, en circulation dans l'environnement. Et finalement, aujourd'hui, on a plus de cas de paralysie liés à ces souches vaccinales qui sont remises dans l'environnement que les souches sauvages, parce que les souches sauvages, on les trouve plus qu'au Pakistan et juste à côté, il y a deux pays, Pakistan et non. Afghanistan, exactement. Et donc voilà, j'imagine que ça peut être un vrai débat ici en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vaccin oral qui pose pas mal de questions, mais dont on a encore besoin aujourd'hui à cause de ces souches mises en circulation par le vaccin. Donc, je trouve qu'en fait, cette question des vaccins, elle pose des questions éthiques, philosophiques même, parce que c'est aussi des histoires d'enjeux entre générations, parce que là, l'idée, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, qui est aussi d'ailleurs un objectif à discuter, c'est celui de l'éradication de ce virus, qui n'est pas forcément en vrai l'objectif d'une vaccination, hein, ça devrait être l'élimination le premier objectif de la vaccination, c'est plutôt d'éliminer une maladie, pas forcément d'éradiquer le pathogène, mais ça c'est encore un autre débat. Mais vu qu'on s'est lancé dans cet objectif d'éradication du virus de la polio, aujourd'hui on se sent un petit peu obligé de continuer avec ce vaccin oral, qui en fait pose pas mal de soucis. Donc voilà, je vais juste souligner des points comme ça qui, au-delà des vaccins pandémiques, posent encore des questions juste parce que le temps avance et que les conditions évoluent. Merci Lise pour aussi l'expertise. Et je vous laisse répondre parce que je vois que vous brûlez de répondre et voilà. Donc, merci, je suis très à l'aise sur le sujet. Il faut dire que
le vaccin, comme elle a dit, le vaccin injectable, n'est bénéfique que pour la personne à qui on apporte le vaccin. Le vaccin oral, effectivement, c'est un vaccin atténué. Mais l'avantage du vaccin oral, c'est qu'en le mettant dans la bouche, il va ressortir par l'arrière. Et vu nos conditions de vie dans nos pays africains, le fait de vacciner un enfant et que le vaccin se retrouve dans l'environnement où les enfants jouent, indirectement, la personne vaccinée va vacciner d'autres enfants tout autour. Et c'est ça le bénéfice qu'on recherche. Maintenant, le vaccin dérivé du poliovirus vaccinal. Vous voyez que on a deux types de virus. On a les virus ARN, qui sont des virus qui ont une capacité de mutation et de changement dans l'environnement. On a les virus ADN, qui sont des virus assez stables, où une dose peut être même à vie. Vous comprenez, non? Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande aux gens, parce que généralement, on les retrouve dans les zones où la couverture vaccinale est inférieure à 60%. Et donc, plus on vaccine dans la zone, moins on a un développement de ce type de virus qui va entraîner des paralysies. Et l'autre chose, les vaccins ARN messagers, la différence entre les vaccins ARN messagers et le vaccin par exemple contre la polio, le vaccin ARN messager n'utilise pas de virus vivant atténué. Et donc c'est l'ARN messager qui va permettre de produire des protéines, et ces protéines-là vont stimuler l'immunité qui va protéger l'individu. Donc, du coup, on passe du vaccin traditionnel au vaccin sans virus. Et s'il n'y a pas de vaccin sans virus, il n'y aura pas de vaccin dans l'environnement et qui puisse développer. Voici les différents principes. Maintenant, en fonction, l'OMS a essayé de vacciner avec le vaccin injectable, mais nos pays en Afrique n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge, parce que le vaccin individuel et le vaccin injectable, il faut faire en sorte que tout le monde soit vacciné. On n'a pas ces moyens. Et donc nous sommes obligés de faire avec le peu de moyens, donc avec les vaccins oraux. Voilà un peu le principe. Merci beaucoup, et on ouvre plein de questions sur des questions économiques, sur des questions culturelles. Je vous propose qu'on prenne des questions dans la salle et ça vous permettra aussi de continuer dans vos réponses à nourrir. La première question, la question d'Adrienne, qui était finalement, est-ce que parfois le vaccin n'est pas la bonne réponse parce que les conditions d'administration ne sont pas remplies, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Est-ce que vous répondre à cette première question? Et des réponses relativement courtes, parce qu'on a pas mal de questions. Oui, merci beaucoup. Pour moi, ces questions, ces interrogations sont listes. Et comme je le mentionnais un peu plus tard, bien avant, lors de ma discussion, c'est justement ça, c'est partie intégrante du travail scientifique. Parce que quand je prends l'inquiétude, moi je n'appelle pas question, voilà, le questionnement de Adriana par rapport. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a les effets du changement climatique, ce n'est pas que sur le travail de l'agent de santé communautaire. Mais aujourd'hui, c'est ça même qui est à l'origine de l'émergence, la réémergence de certaines pathologies qu'on a oubliées, et je suis désolé, mais on n'aime pas l'abri. On n'aime pas l'abri si ça continue. Donc c'est une approche intégrée. Le thème One Health, justement, vient répondre à cela. Malheureusement, dans la pratique, c'est toujours sur papier. Et donc, c'est large. Et donc, ça vous permet d'aller vers Maxime, oui, la transparence. En fait, vous savez ce qui s'est passé. Et comme vous l'avez dit, les fake news sur les réseaux sociaux
Ce n'est pas les journalistes scientifiques. Je suis d'accord. C'est la même chose. La question de manque de transparence, ce n'est pas les scientifiques. Les scientifiques ont été toujours transparents. Les résultats des recherches sont publiés. C'est de la transparence. Aucun scientifique a la finalité d'une recherche scientifique, ce n'est pas de le garder pour nous, laboratoire. C'est pour le communiquer. Je ne pense pas qu'il y a une preuve de transparence plus que ça. Mais ça implique d'autres éléments dont je suis scientifique, je reste dans mon domaine. Aujourd'hui, quand on parlait de l'étude nationale, la décision de. Après tout, même si un scientifique aujourd'hui produit un vaccin, il donne tous les éléments, ça revient, les politiques vaccinales dépendent de d'autres éléments, facteurs politiques. Il y a des vaccins qui peuvent être obligatoires dans d'autres pays et non obligatoires dans un autre pays. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le scientifique qui n'a pas forcément été transparent. Mais c'est justement là où ça nous interpelle à continuer de veiller, comme je l'ai dit, veiller en amont à ce que cette confiance ne se brise pas. Parce qu'une fois qu'elle est brisée, elle est difficile à ramener. Mais certainement, comme vous avez donné l'exemple de pouvoir, c'est des facteurs qui parfois ne sont pas forcément liés au vaccin. Donc peut-être à des conditions religieuses, à des conditions sociales. Et donc, on doit continuer ensemble à travailler sur cette transparence. Je suis totalement d'accord. Sur la question de sources d'approvisionnement, oui, vous avez raison. Après tout, c'est peu aujourd'hui comme, je me rappelle, je ne sais pas si c'est peu partout, mais dans mon pays, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on a en tête que tout ce qui est téléphonie chinois n'est pas bon. Je ne sais pas si vous voyez que, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pas forcément. Donc ça, c'est justement parce que peut-être il y a une information qui est partie de quelque part, qu'on n'a pas su rapidement maîtriser, contrôler, et qui est devenue ça. Donc aujourd'hui, moi, en tant que scientifique, c'est vrai, il n'y a pas que le vaccin, on en a parlé, pas que le vaccin. Et c'est assez quand même parlant parce que généralement, on se concentre sur le vaccin. Mais pourquoi on s'intéresse tellement à l'origine de la vaccination? Alors que quand vous rentrez dans les rayons de pharmacie, la même molécule de paracétamol vient de plusieurs. Voilà, ça a différents noms intéressants. Panadol, Delta, ça vient même du Canada, du Nigeria, un peu partout. Mais personne ne se demande de ça. On le prend comme ça, comme du bonbon, mais ça fait partie justement de thèmes dont vous avez discuté, notamment la résistance aux antibioticides. Et bon, c'est ce travail-là justement que nous avons besoin de travailler ensemble et en intégration. Les effets secondaires, c'est ça. Oui, après les vaccinations, il y a plein d'articles, plein de recherches qui sont faites, mais justement, c'est ce que j'avais mentionné un peu. Malheureusement, le scientifique, quand ces recherches sont faites sur les effets, ça reste adressé à un certain public beaucoup plus scientifique. Après, comment faire à partir de la vague de ces recherches-là? Comment le rendre accessible? Parce que, justement, ceux qui s'inquiétaient de la question de la recherche peut-être venir parler de la communauté où on a commencé par recevoir. Mais une fois que ces recherches ont été faites, maintenant, ça s'est adressé beaucoup plus à un public plus scientifique. Comment ramener cela? Et ça ne s'arrête pas, la recherche continue toujours. Voilà les éléments que je pourrais dire rapidement de mon côté. Et peut-être pour relancer du coup, et je vais vous laisser répondre, mais sur cette question, on a beaucoup parlé là depuis 2 jours, la question de la prise en compte culturelle dans les politiques de santé, et on a parlé ce matin de la décolonisation des savoirs, et quand même par rapport à la proposition du confrère rwandais, est-ce que la production africaine des vaccins, c'est une façon de répondre à ça ou pas? Est-ce que la transparence répond, mais la transparence elle reste là? Et cette question de réappropriation de la production, ça peut être une façon de répondre. Oui, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Dr Yao, mais je pense que ce qu'il a dit est vraiment important et capital. Je reviendrai d'abord sur le problème de l'accessibilité. Et généralement, si vous voyez très bien, on a des problèmes avec les zones inaccessibles. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Et des politiques sont mises en place pour pouvoir atteindre les zones inaccessibles. C'est-à-dire que les zones
de conflits, il y a des zones où on a des phénomènes naturels, on a des zones, même dans nos pays, qui sont difficilement accessibles, c'est pris en compte. Et même au niveau des controverses, des manifestations adverses, il y a des comités nationaux qui s'en occupent. Le seul problème, c'est un problème de communication. Par rapport à la fabrication des vaccins, au Rwanda, au Sénégal, ça participe à la politique de réduction du coût du vaccin et de mise à disposition rapide de ces vaccins. Et je pense qu'en intégrant les agents de santé communautaire qui maîtrisent mieux leur culture, qui maîtrisent mieux leur communauté, c'est une façon de faire en sorte qu'on ait l'impact culturel dans l'administration de ces vaccins. Et nous pensons que c'est important. Aujourd'hui, tout est basé sur l'agent de santé communautaire qui vit dans sa communauté. C'est lui qui alerte lorsqu'il y a des effets indésirables. C'est lui qui prépare les séances de vaccination. Et même dans la détection des pathogènes émergents, c'est encore eux. Donc, vraiment, on fait en sorte de tout prendre en compte, même si tout n'est pas parfait. Je pense que les pays africains, connaissant leur réalité, les systèmes de santé prennent en compte tous ces volets. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Oui, alors, non, rapidement, moi, sur l'impact d'une controverse versus d'autres facteurs qui diminuent la couverture vaccinale, j'ai souvenir d'une étude menée en France qui avait essayé d'évaluer l'impact d'une controverse vaccinale versus un effet secondaire avéré d'un vaccin sur les intentions de vaccination. Et bizarrement, en fait, la controverse, elle diminue beaucoup plus les intentions de vaccination que la présence d'un fait grave avéré, un effet secondaire avéré d'un vaccin. C'était une étude fictive, ça ne partait pas d'un vaccin concret, mais je trouvais que c'était assez parlant dans l'idée de montrer que le doute, en fait, la controverse, génère plus qu'un fait secondaire avéré que l'on peut en fait finalement comparer avec les bénéfices de la vaccination. Sur la transparence, je ne vous rejoins pas tout à fait parce que je crois qu'il faut distinguer la transparence des travaux scientifiques. Là, je suis tout à fait d'accord. Non seulement on a accès aux publications, mais on a aussi souvent accès aux scientifiques. Mais par contre, quand on passe sur des essais cliniques, les phases 3 puis les phases 4, là, c'est tout à fait autre chose. Moi, par exemple, je voulais obtenir les données brutes des essais cliniques, elles ne sont pas disponibles. Je voulais avoir des informations sur la constitution des vaccins, par exemple les vecteurs utilisés pour que les vaccins viennent jusque dans nos cellules, secrets professionnels. Donc non, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce volet de la transparence. Et puis voilà, sur la fabrication des vaccins, on a bien vu pendant l'épisode Covid, il y avait quand même un sacré déséquilibre entre le nombre de vaccins disponibles en Afrique versus dans les pays du Nord. Donc je pense que c'est clairement un élément de réponse de pouvoir être autonome dans la fabrication de vaccins dans les pays du Sud. D'ailleurs, en Inde, le Serum Institute of India est un des plus grands producteurs maintenant de vaccins au monde. Au Brésil aussi, il y a des usines très, très importantes. Et oui, ça fait baisser les coûts des vaccins, mais il faut aussi, j'y pense parce que c'était une des discussions qu'on avait ce matin, il faut aussi avoir en tête que cette diminution des coûts, elle s'explique aussi par peut-être des critères sociaux et environnementaux qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Et on sait aussi que ces usines, elles ont un impact sur l'environnement, par exemple, pour revenir sur la thématique One Health. Et il ne faudrait pas que cet objectif d'être autonome dans la production de vaccins et de médicaments plus largement soit fait dans des conditions qui continuent en fait de polluer l'environnement localement. Merci de regarder là, je vous laisse. Alors, peut-être une réaction rapide et après on passe les questions. Merci. Vous savez, pendant la Covid, on a été confronté à un phénomène
bien que ayant des moyens financiers, la Côte d'Ivoire avait du mal à s'approvisionner en réactifs. Parce que tout le monde entier avait un besoin crucial en réactifs de laboratoire. Nous sommes en sortie parce que Alibaba de Chine s'est engagé avec la médiation de l'Organisation ouest-africaine de la santé à mettre à disposition de tous les laboratoires d'Afrique de l'Ouest les réactifs permettant de faire la détection de la COVID. S'il n'y avait pas Alibaba, nous serions dans une catastrophe totale. Parce qu'on ne serait pas capable même de faire un diagnostic. Et ça, ce sont des réalités. Pendant la COVID, je ne voyais aucun pays européen ni américain mettre à disposition des réactifs pour les pays africains qui n'ont pas la capacité, qui n'avaient pas la capacité de les produire. Et donc, nous sommes dépendants. Nous sommes vraiment dépendants de certains pays, et c'est une réalité. Et ce n'est pas seulement les réactifs de laboratoire, c'est la même chose comme les vaccins. La priorité des vaccins allait aux États-Unis, dans les pays européens, que de venir dans les pays africains qui n'avaient pas les moyens de s'employer, non pas parce qu'ils n'avaient pas le financement nécessaire, mais parce que les doses à offrir étaient très limites. C'est ce que je voulais dire. C'est donc en anglais Africa Center for Disease Control and Prevention. Donc c'est les centres les centres africains de contrôle des maladies et de la prévention. C'est une institution spécialisée de l'Union africaine. Donc c'est établi, donc c'est les chefs d'État des États membres de l'Union africaine qui ont établi cette agence de santé publique autonome de l'Union africaine qui a été lancée officiellement en 2017. Ça a été décidé lors de la conférence des chefs d'État en janvier 2016, mais c'est en 2017 que ça a été lancé officiellement. Donc, le siège se trouve à Addis Abeba, où se trouve le siège de l'Union africaine. Mais nous avons un département, un quartier général qui est en dehors de l'Afrique. Donc, vous comprenez par là que Africa CDC n'est pas un partenaire, mais travaille pour les États, parce que c'est les États membres de l'Union africaine. Je suis employé à Africa CDC, donc je suis payé par le contribuable, par l'argent des États membres de l'Union africaine. Donc, qui finance, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, connaissez le fonctionnement global, je ne maîtrise pas trop les sources directes de financement, mais comprenez que le fonctionnement, l'institutionnalisation de Africa CDC provient de l'Union africaine et donc profite des financements qui viennent de l'Union africaine à travers cette ressource. Le rôle de l'Africa CDC, donc, c'est quoi? C'est peut-être vraiment dans le contexte de notre travail sur les vaccins, voir effectivement si Africa CDC répond. Merci beaucoup. Et donc, le rôle de l'Africa CDC de manière globale, c'est d'accompagner, d'appuyer les États membres à se préparer et à répondre aux épidémies comme ça arrive. Donc, la préparation fait partie avec plusieurs éléments. Et donc, aujourd'hui, par rapport à la vaccination, ça permet en même temps les discussions ont été faites par rapport à la question de notre ami du Rwanda. L'agenda du local manufacturing, la production locale, fait partie des priorités. Si vous suivez très bien le directeur général d'Africa CDC, son excellent docteur Jean Kasséa, il est très présent sur les réseaux. Vous pouvez il n'y a pas un seul jour où il ne communique pas par rapport à son agenda, que ce soit sur LinkedIn, YouTube. Chaque jeudi, d'ailleurs, à l'heure où on est en train de parler, chaque jeudi, Africa CDC, le directeur général, fait une conférence de presse de 2 heures de temps avec les journalistes du monde entier sur la situation de la santé en Afrique. Et par rapport à cette question liée à la vaccination et tout ce dont nous sommes en train de discuter, je fais le lien avec la première session du matin. Ça fait partie également des colonisations.
Et d'une autonomie quelque part. Après tout, je suis scientifique, je ne dois pas rentrer dans ces langage que moi-même. Après tout, les vaccins sont en partie des sources qui sont prises chez nous. Et donc, c'est légitime que nous puissions en bénéficier plutôt que cela nous devienne encore plus cher. Et donc, pour nous, là, cette production-là, comme le professeur l'avait dit, en temps de Covid, on a vu les gens avaient l'argent, mais ils ne pouvaient pas avoir. On veut s'assurer qu'on ait une certaine autonomie. Après tout, ça crée de l'emploi, ça fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, en termes de vaccination, je ne sais pas si on se rend compte du coût de la vaccination. Imaginez un vaccin moins qui coûte $60. Si vous devez vacciner 1 million de votre population, peut-être à 60 millions de francs. Donc, ça fait tous ces aspects-là globalement. Donc, ce n'est pas que l'aspect de vaccination, mais comme je l'ai dit, par rapport à tout, Africa City n'avait pas tous les controverses, il n'a pas un agenda controverse ciblé tel que je l'ai parlé, tel que je l'ai décrit un peu, par exemple, c'est tous ces objectifs en termes de renforcement de la santé communautaire, en termes de il y a toute une direction communication, des risques et engagement communautaire pour non seulement protéger la population, donner cette capacité institutionnelle aux États membres, mais au niveau communautaire également, et sur différents aspects, y compris la santé mentale, etc. Peut-être rapidement, parce que je voudrais passer la parole à Lise, et après prendre un dernier volet, 3 questions, et après on ira déjeuner, et j'espère que vous resterez manger avec nous pour qu'on puisse continuer cette discussion. Okay. Je vous laisse. Je donne la parole à professeur Gagne pour ajouter quelque chose. D'accord, et après. Rapidement, ce que je voulais dire, pour exterminer la population africaine, je pense que ça n'a aucun sens, parce que tous les médicaments qui sont dans nos pharmacies, dans nos hôpitaux, viennent de l'Europe. Donc on n'a pas forcément de vaccin pour exterminer les gens. Même à partir du paracétamol, on peut exterminer tout le monde, alors qu'on ne le sent même pas. Merci. Merci de donner des éléments de réponse très clairs. Peut-être pour répondre à la 3e question sur les rumeurs rencontrées pendant un reportage. Alors oui, les rumeurs d'extermination, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'on peut assez facilement débunker en tant que journaliste scientifique. Après, je pense que les rumeurs liées par exemple à l'AstraZeneca, il ne faut pas les considérer comme des fausses rumeurs qui circulent, parce que l'AstraZeneca, on s'est rendu compte que chez les populations jeunes, avec certains problèmes par exemple d'obésité, il posait plus d'effets secondaires que chez une population âgée. Et du coup, c'était presque même contradictoire que l'AstraZeneca était surtout utilisé en Afrique où la moyenne d'âge est beaucoup plus faible que dans les pays du Nord. Mais donc ça, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut répondre. Il y a une rumeur sur l'AstraZeneca qui existe. Ben, oui, voilà les données. On sait que en dessous de, j'ai plus en tête, mais en dessous de 30 ans, avec certains facteurs d'obésité, par exemple, ça crée des effets cardiaques qu'il fallait prendre en compte. Donc ça, je pense que ça fait partie de l'effort de transparence que nous, journalistes scientifiques, on doit apporter. Et parler avec les parents, ben oui, je suis assez persuadée que pour tout ce qui est vaccination de routine, de toute façon, c'est les parents qui décident pour les enfants. Et donc c'est un enjeu important. Ah oui, pardon, est-ce que je peux me permettre une question, parce que on vient quand même de signer le traité mondial sur les pandémies. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est insuffisant, parce que c'est beaucoup plus sur la base du volontariat que des obligations, mais par exemple, les laboratoires qui acceptent d'y adhérer devront donner 10% de leur production de vaccins aux pays du Sud. Et je me demandais comment l'Africa City, les réactions vis-à-vis de ce nouveau traité qui vient d'être signé il y a 10 jours en fait. Ça va prendre Lise va être une des questions parmi celles qu'on prend comme ça, un fini tour de questions.